La geek de service. Je débute aujourd'hui avec un peu une mauvaise nouvelle au sujet de l'extension Mote. Je ne sais pas si vous connaissez l'extension, mais c'est une extension que j'aimais beaucoup utiliser, surtout si vous êtes dans la suite de Google Workspace. Elle fonctionnait très, très bien. Mote, c'était une petite extension qui permettait d'ajouter de l'audio, donc de donner par exemple de la rétroaction vocale ou plutôt que de tout taper, d'enregistrer un message qu'on pouvait mettre dans Google Classroom, dans Google Formulaire, dans Google Docs, donc très bien intégré un peu partout. On était quand même limité avec la version gratuite à un 30 secondes d'enregistrement, mais qui était vraiment souvent bien suffisant. Je vous donne un exemple. En correction d'un travail de l'élève, mais plutôt que d'enregistrer 5 minutes d'audio où l'élève risque de ne pas se rendre aux 5 minutes, mais je pouvais mettre des petites capsules, par exemple, un petit 30 secondes ici pour l'introduction, un petit 30 secondes ici pour la conclusion de son texte. Donc, le 30 secondes n'était jamais vraiment un obstacle de mon côté. Ils vont changer leur modèle d'affaires à partir de janvier. On comprend que tous ces outils-là, ben si c'est gratuit, il y a quand même du monde qui travaille en arrière et ils sont là pour essayer de faire des sous. On peut donc critiquer, mais en même temps, sinon, ben qu'on la fasse nous-mêmes et qu'on l'offre gratuitement notre temps dans la vie. Ils ont changé leur modèle d'affaires et là, on va être limité à 20 enregistrements par mois, toujours de 30 secondes, le même fonctionnement, mais limité à 20. Ce qui fait que comme outil de rétroaction, par exemple, avec des travaux d'élèves, ben ce n'est plus vraiment une solution viable parce que par exemple, lorsque j'enseignais l'anglais au secondaire, j'avais 6 groupes. Donc, à 6 groupes, je fais même pas un groupe avec mes 20 enregistrements. Par contre, je vais personnellement continuer à l'utiliser, surtout pour sa fonction qui est vraiment intéressante au niveau de Google Formulaire. Il est possible dans Formulaire d'ajouter Mote et de mettre la question, par exemple, à l'audio et même les choix de réponse à l'audio. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça donne une flexibilité à l'élève de pouvoir lire la question ou lire les réponses ou se la faire lire. Ça donne un petit peu plus de possibilités. Et là, avec 20 enregistrements par mois, ben probablement que je ne vais pas utiliser mes 20 lorsque je vais bâtir une activité, mais même si je les utilise cette fois-là, ben mon formulaire, je peux le réutiliser à chaque fois. Donc, ça va quand même être utile. Par contre, pour ce qui est de la rétroaction vocale, ben on va probablement retourner de notre côté là, dans ce que je recommande à mes enseignants, le fameux talk and comment, mais qui n'était pas aussi bien intégré que Mote et qui, moi, personnellement, me dérangeait avec sa bubule qui était toujours dans le champ, on dirait, sur le côté. Donc, il va falloir que je me remette à l'essayer pour voir si ça s'est amélioré. Il y avait quelques petits problèmes de synchronisation des fois aussi. Donc, c'était pas mon préféré, mais bon, la rétroaction vocale, j'y crois. L'autre que j'aime beaucoup, je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est Reverb, qui est lui aussi une petite extension que je peux faire des enregistrements. Ce que j'aime, c'est que je peux, si je me connecte avec mon compte, je peux les retrouver, mes enregistrements. Donc, je pourrais repartager, par exemple, si je répète toujours la même chose quand je donne une rétroaction à une élève ou quand j'utilise, par exemple, dans un formulaire, je pourrais l'utiliser. Sauf que ce sont des liens qui sont ajoutés et c'est pas intégré autant que Mote, qui avait vraiment un bouton play, qui était vraiment, joli et intégré et facile d'utilisation. Donc, on va devoir retourner, malheureusement avec cette annonce-là. Je comprends que Mote a besoin, à un moment donné, de faire un peu plus de sous. J'ai pas regardé au niveau de combien ça coûte. Je sais que si on l'aime vraiment beaucoup, on peut toujours que comme enseignant se payer, ce petit luxe-là. Je crois fortement que quand on arrive à la limite d'un outil qu'on aime beaucoup, ben, à un moment donné, il faut payer pour l'outil. Je paye pour plusieurs outils. D'autres, la fonction gratuite est suffisante parce que je l'utilise pas autant. Mais si vous étiez un fan de Mote et vous l'utilisez beaucoup, ben, probablement que la version payante va être ce qui va être le plus intéressant pour vous.
Bon, mais il y a pas juste des mauvaises nouvelles dans les outils. Je vous, fais un petit topo de qu'est-ce qu'il y a de neuf, chez Google depuis les derniers mois. Donc si vous utilisez la suite, Google Workspace, que ce soit la Fundamental qui est la gratuite, ou, la Éducation Plus qui est la totale, je vous parle de certaines options. Je choisis toujours de parler des options qui sont disponibles avec la version gratuite puisqu'elles se retrouvent de toute façon dans la version payante et que je ne connais pas une tonne de personnes qui ont la Éducation Plus, mais quand même, s'il y a des choses, je vais vous le mentionner. Donc, la première chose, c'est l'option de désinscription des élèves dans Google Classroom. Par le passé, un élève pouvait se désinscrire. Il n'y avait pas d'option dans la console d'administration. Qu'est-ce que c'est la console d'administration? Mais c'est tout ce qui gère les comptes dans un établissement scolaire en arrière de tout ça. Si on a un compte personnel, bien sûr, on n'a pas une console qu'on peut paramétrer, on paramètre notre compte. Mais lorsqu'on a un compte institutionnel, donc un compte école, il y a quelqu'un, souvent les services informatiques, qui ont accès à une console, qui crée les comptes, qui peuvent décider des options qui sont disponibles dans la plateforme. Parfois, il y a des options qui n'ont pas rien à mettre à on ou à off. D'autres, comme celle-ci, il faut vraiment aller prendre une décision. Donc maintenant, on peut décider que seul l'enseignant peut désinscrire un élève de son Google Classroom ou choisir l'option qui est, comme avant, un prof ou un élève peuvent se désinscrire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais si on met par exemple que c'est seulement le prof, ben on s'évite les erreurs de désinscription. Donc, un élève qui se désinscrit par erreur, par exemple, ou un élève qui quitte, donc qui apprend, qui déménage et qui quitte soudainement, là, il doit partir ou il change de classe ou il change d'école, ben pourrait se désinscrire du classroom rapidement. C'est pas un drame, sauf que quand l'élève quitte, il quitte avec tous ses travaux. Donc, si l'enseignant n'a pas eu le temps de garder des traces, par exemple, de prendre en note les notes qu'il avait rentrées dans les différents travaux, qu'il l'a pas mis dans un autre outil, comme par exemple le mosaïque portail ou un carnet de notes, même papier-crayon. Mais si j'ai pas pris en note les travaux des élèves, j'ai plus de traces de tout ça. Donc, une des recommandations de bien des gens depuis cette nouvelle fonction, c'est de mettre en place ce blocage de désinscription pour les élèves à partir peut-être du mois d'octobre, donc de laisser le mois de septembre le temps de, tu sais, des fois, il y a des changements de groupe, il y a des petits réajustements, et à partir du mois d'octobre, boum, on met seulement les profs peuvent désinscrire les élèves. Donc, l'élève, s'il quitte et il change d'école, mais le prof va assurément être au courant, va avoir le temps de garder des traces, de prendre en note tout et va lui-même désinscrire l'élève. Donc, c'est une bonne façon de pouvoir s'assurer de garder des traces. Par contre, il faut que pour ça, tous les enseignants soient bien disciplinés parce que si je ne désinscris pas mes élèves et que j'ai plein d'élèves comme ça ici et là, mais le pauvre élève se retrouve avec plein de Google Classroom dans son classroom, ce qui devient mélangeant et ne pourra pas se désinscrire. Il va devoir peut-être écrire au prof puis le demander, mais il ne pourra pas le faire manuellement. Donc, j'imagine le pauvre élève que ça fait 3 ans qui traîne ses cours d'il y a 3 ans, du prof qui n'a pas désinscrit, qui a archivé ses groupes, mais qui n'a pas enlevé les élèves. Et donc, le cours est encore là, le bloc est encore là. Donc, il va falloir penser à la fin de l'année de bien désinscrire tous nos élèves. Je vous reviens de toute façon en fin d'année avec des astuces pour bien fermer nos classrooms. On commence à être habitué, donc mais il y a encore quelques petites bonnes pratiques à mettre en place. Si vous n'êtes pas allé dans Classroom depuis longtemps, il y en a qui l'ont utilisé pour la pandémie, mais qui ne sont pas retournés et qui, là, peut-être bien malheureusement, doivent rebasculer en enseignement à distance temporairement. J'entends encore des cas ici et là de boum, pendant 2 semaines, j'ai dû enseigner à distance. Assurez-vous d'aller mettre à jour le lien Meet dans Google Classroom. Un message, si vous n'êtes pas allé, va vous apparaître. Si le message n'est plus là, vous avez probablement déjà fait tout ça. Il va vous indiquer que votre lien Meet est obsolète et qu'il faut mettre à jour les liens. Il y a moyen de mettre à jour tous les liens de tous nos classrooms en un seul clic. Il y a une petite case à cocher.
Qu'est-ce que ça donne de plus? Bien maintenant, le lien Meet permet à tous les enseignants qui sont dans votre classroom d'être automatiquement les modérateurs de la réunion. Donc, il n'y a plus de c'était moi qui l'ai créé en premier et là, mon stagiaire n'a pas les contrôles où on est trois enseignés dans ce groupe-là pour ce projet-là. Puis là, il y a juste le premier qui peut fermer les micros. Donc, tout le monde qui est nommé comme enseignant devient co-enseignant. Et les élèves n'arrivent pas avant le prof. Ça peut vous donner l'impression que oui, parce qu'en fait, les élèves ont une espèce de page d'accueil qui leur dit votre enseignant n'est pas encore arrivé et ils n'ont rien d'autre à faire quand vous entrez dans la salle. Ils entrent dans la salle automatiquement eux aussi. Donc, c'est pas une salle d'attente, c'est comme une attente temporaire. Donc, vous pourriez avoir l'impression de dire, ben voyons, je suis entrée puis tous mes élèves étaient là aussi. Ils sont entrés exactement au même moment. C'est une question de fraction de seconde. Donc, des belles améliorations de ce côté-là. L'autre belle amélioration, c'est au niveau des micros et des vidéos. Il y a maintenant une option pour tous les fermer d'un coup. On avait déjà ça, mais on peut fermer d'un coup tous les caméras aussi. Et on peut mettre une espèce de petite barrure qui fait qu'on ne peut pas les réouvrir. Donc, on pourrait barrer les micros pendant une explication, par exemple, et dire, je vais fermer les micros, ça ne sera pas possible pour vous de les réouvrir. Veuillez utiliser, par exemple, le clavardage pour poser vos questions et vous le réactiver plus tard. Ça ne va pas réactiver les micros, ça va leur débarrer le droit de réactiver leur micro. Je vous répète que je pense que j'en ai déjà parlé, mais tout le monde nous demande, mais je ne pourrais pas comme réouvrir les micros, surtout avec les tout petits. Je comprends très bien le pourquoi de la chose, mais il est tout à fait normal qu'on ne puisse pas forcer l'ouverture du micro sur un autre appareil que le nôtre parce que ce serait une atteinte à la vie privée. Imaginez-vous dans une rencontre vous, comme adulte, que quelqu'un pourrait tout à coup ouvrir votre micro pour écouter ce qui se passe chez vous. Je pense pas que vous apprécieriez. Donc, les plateformes, que ce soit Google, Meet, et cetera, ne permettent pas ça et on comprend pourquoi. Même si ce serait très pratique avec les tout petits, il va falloir absolument leur montrer à réouvrir leur micro par eux-mêmes. On a aussi un petit message qui peut apparaître si vous avez des extensions qui entrent en conflit avec Google Meet. Je trouve ça pratique qu'on le dise parce que souvent, on a des extensions qui sont désuètes. Une extension, par exemple, je pense à Mute All qui permettait de fermer tous les micros, mais elle n'est plus nécessaire parce qu'il y a déjà cette option-là dans Google Meet. Elle l'était dans le temps, ça venait pallier à une fonction qui n'existait pas dans l'outil, mais maintenant qu'elle n'est plus nécessaire, ben, je ne sais pas si elle entre en conflit, là, je ne l'ai pas testé, mais elle pourrait potentiellement être abandonnée par son créateur qui ne la met plus à jour parce qu'elle est plus nécessaire. Et là, si on l'a encore installée, mais peut-être qu'elle entre en conflit avec Google Meet et qu'elle peut, par exemple, faire que l'option de fermer les micros ne fonctionne pas ou qu'il y a différentes problématiques, on n'entend pas le son. Des fois, c'est un conflit avec l'image. Puis là, on a l'impression que c'est Google Meet qui ne fonctionne pas bien ou notre Internet ou notre ordinateur, mais souvent, même honnêtement, la majorité du temps, c'est souvent une extension qui entre en conflit. Donc, dernièrement, je teste souvent des extensions. Quand je suis arrivée dans Meet, j'ai eu un petit message qui me disait une extension entre en conflit avec Google Meet et pourrait affecter votre Google Meet. Bien, je savais que c'était la dernière que j'avais installée. Je l'ai enlevée, le message a disparu. Par contre, ça ne vous indique pas c'est laquelle. Donc là, on est obligé de partir à la chasse aux extensions. Mais pour ce qui est des extensions Google Meet, présentement, j'en ai aucune à vous recommander puisque la majorité des fonctions sont vraiment arrivées dans Google Meet, tout a été changé. On va me poser la question des sous-salles. La Faire des sous-salles dans Google Meet, c'est possible. Vous allez voir des vidéos passer là-dessus sur les réseaux sociaux, mais c'est disponible seulement lorsqu'on a une licence payante. Et dans la majorité des centres de services et des écoles, ben, on n'a pas la version payante, on a la version de base qui ne comprend pas les sous-salles. On peut y avoir accès avec la version Éducation Plus. La version Éducation Plus, là, c'est un frais qu'on paie pour tous les employés, tous les élèves. Donc, ça peut représenter, selon la grosseur de votre centre de service ou de votre école, là, plusieurs centaines de milliers de dollars, même, j'irais dire, selon la grosseur de votre centre de service. Donc, c'est une solution qui est coûteuse, mais qui peut être intéressante si vous êtes des utilisateurs là, vraiment de tout ça. Est-ce qu'on paye des centaines de milliers pour des sous-salles? Ça, je ne sais pas. Il y a quelque chose à faire de plus, vous verrez. Une option un petit peu moins chère qui est plus intéressante, c'est les licences Teaching and Learning qui permettent pour à peu près une cinquantaine de dollars d'acheter un nombre de licences. Donc, par exemple, de dire on a
une centaine de profs, par exemple, qui l'utilisent vraiment activement, bien, on va leur octroyer la licence et là, ils vont avoir accès aux sous-salles. Ils ont accès à des rencontres de 250 personnes également. Donc, on peut leur accorder cette espèce de licence-là sans avoir à payer pour les comptes des élèves, les comptes de tout le personnel. Donc, c'est une option qui est intéressante qui s'appelle les licences Teaching and Learning. La version Éducation Plus, en passant, permet maintenant 500 personnes dans des rencontres de Meet, permet aussi là, des diffusions en direct, un paquet de choses. Mais dans la majorité des cas, on a aussi dans nos centres de services Microsoft Teams qui fait déjà tout ça et pour lequel on paye déjà. Alors, c'est un outil tout à fait possible aussi. Sachez aussi que Google a fait une version organisme à but non lucratif. Donc, il y a moyen, si vous avez un organisme, là, il faut envoyer. J'ai pas déjà fait la procédure, donc j'ai aucune idée de tous les documents qu'il faut envoyer, mais bien sûr, il va falloir prouver qu'on est une OBNL. Mais on a alors accès à toute une version de Google Meet avec les sous-salles, avec tout ça. Donc, si vous avez un organisme à but non lucratif, ça peut être une belle option. Vous allez pouvoir créer des comptes pour les gens, par exemple, dans votre conseil d'administration et pouvoir l'utiliser. D'autres petits ajouts en rafale, plus d'espace dans les commentaires de Google Documents. C'était une critique souvent, là, on n'avait pas beaucoup d'espace pour écrire du texte. C'est sûr qu'on ne veut pas écrire des romans non plus dans les commentaires, mais maintenant, la boîte est plus lisible, ça prend plus d'espace, on peut écrire plus de caractères. Et j'aime beaucoup le menu A commercial. Si dans un Google document, vous tapez le A commercial, on avait déjà commencé à avoir différentes choses qui apparaissaient. On pouvait, par exemple, mettre le nom d'une personne et là, on avait son espèce de petite fiche avec son courriel et ses infos. On pouvait ajouter ce qu'ils appelaient des jetons ou des smart chips. On l'avait déjà vu arriver. Mais maintenant, le menu A commercial dans Google Doc est complet. Vous allez y trouver une longue liste d'un paquet d'options. Certaines des options se retrouvent déjà, là, par exemple, dans insérer une liste à puces ou autre, mais là, on les retrouve facilement en cliquant sur A commercial. On peut ajouter une image sans avoir à passer par insertion, ajouter une image. Donc, ça fait un petit menu rapide. J'aime particulièrement le petit ajouter la date qui me permet d'ajouter la date du jour pour toutes des notes de réunion et tout. Ça peut être super intéressant. Et il y a plusieurs nouveautés aussi dans Google Chat, qui est un outil vraiment à découvrir que j'utilise depuis le début de l'année avec plusieurs collègues. On s'est créé des espaces entre équipes de projet pour discuter. On peut clavarder. J'aime bien qu'il fonctionne sur tous les appareils. Donc, que ce soit que mon collègue ait un iPhone et que moi j'ai un Samsung, ça fonctionne. On peut l'installer et on peut clavarder. Donc, un outil qui ressemble un peu à Microsoft Teams, bien sûr pas intégré avec toute la suite de Microsoft, donc on n'a pas là toute la puissance en arrière de Microsoft, mais ça permet, de créer des espaces. Moi, je vois du potentiel, avec les élèves, par exemple, de créer le conseil étudiant, qu'on ait un espace où on partage nos documents et tout, entre collègues, d'avoir un espace de clavardage, pouvoir se poser des questions et on peut démarrer une rencontre Meet dans notre Google Chat super rapidement pour pouvoir discuter de sujets de vive voix quand quand c'est nécessaire. Ils ont ajouté plein de petites choses, donc des GIFs animés et tout. Donc, c'est vraiment une application sur votre mobile ou c'est un outil en ligne. C'est aussi une application qu'on peut télécharger. Moi, j'utilise la version en ligne et la version mobile, mais c'est vraiment un outil à découvrir. C'est très épuré, très simple d'utilisation. Donc, on n'a pas les 1000 options de Microsoft Teams. On est dans quelque chose de très simple, mais qui fonctionne pour l'essentiel, ce qui veut dire clavarder, échanger de l'information, partager des documents, collaborer. Ça fait tout ça, c'est ce qu'on veut. Dernière nouveauté, c'est dans Google Sites. On peut maintenant monter un thème personnalisé. Lorsque c'est sorti, moi, j'avais mentionné qu'il y avait quelques petits glitches que quand je l'avais mis, ça n'avait pas tout changé ce qu'il y avait dans mon site original. Donc, je recommandais qu'on commence par le thème personnalisé, mais maintenant, ça semble réglé. Ça semble s'être amélioré. Et lorsque vous basculez dans un thème personnalisé, tout votre site va suivre le thème personnalisé. Qu'est-ce que je veux dire par personnalisé? Bien, plutôt que d'utiliser les 5, 6, 7 thèmes qu'il y avait originalement, bien, on peut choisir nos polices d'écriture pour les titres, pour le texte. On peut choisir nos couleurs, donc une charte de 3 couleurs pour pouvoir décider de la couleur en question. Avec les thèmes avant, on choisissait une couleur, puis
ils trouvaient les arrangements. Là, maintenant, on peut vraiment choisir nos 3 thèmes. D'ailleurs, il y a une espèce de petit ordre. Vous pouvez aller le changer si vous voyez que, oups, ça met telle chose en rouge, mais j'aurais voulu que ce soit le jaune. Il suffit d'inverser vos 3 choix de couleurs et de choisir l'ordre et ça vient jouer, mais on a plus de flexibilité. Et une dernière chose qui sort bientôt, c'est la possibilité de copier toutes les pages. Je l'attends avec impatience. C'est présentement ce qu'ils appellent en rollout, ce qui veut dire qu'on va le voir apparaître dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est toujours nébuleux quand est-ce que ça sort. On se lève un matin, puis nous, on l'a, puis notre voisin ne l'a pas, et éventuellement, tout le monde l'a. Mais ça va nous permettre de pouvoir dire, je copie une page au complet pour pouvoir la coller ou la copier ailleurs sur un autre site. Présentement, on pouvait faire ça bloc par bloc. Là, on va pouvoir faire une copie d'une page au complet. Pour ceux qui travaillent beaucoup avec Google Sites, là, c'est une belle amélioration. Je termine en vous parlant d'un nouvel outil que je découvre de plus en plus qui s'appelle Schoolytics. J'ai découvert ça l'an passé, c'est la super Alice Keeler qui en parlait. On s'entend que tout ce qu'elle propose, je vais explorer parce que je suis toujours intriguée. Elle s'est même associée avec eux, elle travaille pour eux, donc elle donne les formations. Alice Keeler, si vous ne la connaissez pas, elle est à suivre sur les réseaux sociaux. C'est une enseignante de mathématiques au secondaire qui est une geek comme moi, mais elle est une geek de programmation hallucinante. Donc, elle adore pouvoir coder un outil, un module complémentaire, par exemple, dans les outils qu'elle utilise. Si une fonction n'existe pas, elle se dit, ben moi, je vais la coder, puis je vais l'inventer. Et là, elle travaille avec Schoolytics pour donner de la formation sur l'outil et même développer des différentes fonctions de l'outil. Alors, qu'est-ce que c'est Schoolytics? Ben, c'est un outil qui se connecte à Google Classroom et qui permet un tableau de bord des données de votre Google Classroom. Donc, on connecte nos 2 comptes, ils vont chercher les données. J'ai discuté avec la compagnie, on ne revend pas nos données, on est vraiment un Google partner, donc on suit les mêmes règles. En fait, ce que ça va donner comme information à Schoolytics, c'est les données des travaux que vous allez mettre dans vos Google Classroom et ça va vous sortir, par exemple, le nombre de travaux non remis. On va pouvoir filtrer par groupe, par élève, voir qu'est-ce qui nous reste à corriger, par exemple, les travaux qui n'ont jamais été rendus ou là, je parle beaucoup de travaux, mais ça peut être des billets de sortie, des rétroactions, des partages. C'est pas toujours obligé, même si la section s'appelle travaux et devoirs, c'est pas obligé d'être des travaux et des devoirs. On dirait que ça fait lourd quand on dit ça, mais il y a des possibilités d'être très créatif et de sortir de ce cadre. Ça vous donne, dans le fond, une vue d'ensemble de l'engagement de vos élèves dans Google Classroom. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'ils rajoutent des fonctionnalités. Une des fonctionnalités que j'aime beaucoup, ce sont les mots-clics. Ça vous permet dans la description d'un devoir, un peu comme les hashtags mots-clics là, qu'on met dans Twitter pour pouvoir suivre une tendance. Donc, je mettrais par exemple hashtag réalité virtuelle pour voir tout ce qui se dit sur Twitter sur la réalité virtuelle. Mais vous pouvez le faire dans la description de vos devoirs dans Google Classroom. Et là, vous allez pouvoir suivre les tendances de votre choix. Ça pourrait être par compétence, ça pourrait être est-ce que j'ai une belle diversité d'outils numériques, par exemple. Et là, je mettrais, chaque fois que je donne un travail, ben j'ai hashtag Jamboard, hashtag telle chose que j'ai donnée à l'élève. Donc, je pourrais faire un suivi. Et là, ensuite, dans notre tableau de bord, on peut venir filtrer ces données-là et dire, bien, dans le dernier mois, est-ce que j'ai donné assez de travaux au niveau de la compétence 3? Est-ce que, par exemple, j'ai donné suffisamment de travaux individuels versus collaboratifs? Parce que je pourrais mettre mot-clic, individuel, mot-clic, groupe, travail de groupe. À vous de voir là, vos codes. Il va falloir l'expliquer aux élèves là, pour qu'ils comprennent pourquoi vous avez mis plein de petits hashtags, là, plein de petits mots-clics. Mais je trouve l'idée intéressante pour dire qu'est-ce que j'ai envie de suivre, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer dans ma pédagogie présentement. J'ai l'impression que mes élèves ne travaillent pas, mettons, assez en mode collaboratif. Bien, je vais venir l'indiquer dans tous mes prochains travaux pour le prochain mois, puis je vais regarder, puis je vais prendre des décisions selon les données qui me sont données. J'ai jasé beaucoup avec John Putnam qui travaille pour Schoolytics, qui est responsable là-bas. Ça a été débuté par des enseignants juste au début de la pandémie. Donc, il était dans un moment où, ça a été difficile à mettre en place probablement, mais que ça a été très, très, très apprécié. Donc, c'est sûr que la plateforme a débuté et là,
s'ajoutent un paquet de choses. Ils viennent d'ajouter, par exemple, la possibilité de générer des listes dans Sheets ou générer des équipes dans Google Présentation que je trouve particulièrement intéressant parce que là, on peut dire fais-moi des équipes. C'est des équipes aléatoires, mais après, on pourra refaire des choix. Mais ils génèrent un Google Présentation. Sur chaque diapo, on a le nom des équipes. Donc, après ça, ça nous fait un document collaboratif intéressant à envoyer aux élèves. Donc, ils sont en train de développer un paquet de choses avec vos outils de la suite Google qui vont assurément être intéressants pour les enseignants, donc à surveiller et retourner régulièrement. C'est gratuit. Il y a une version gratuite. Ce n'est pas complètement gratuit. On en a parlé au début de l'épisode. À un moment donné, ces gens-là ne travaillent pas tous bénévolement. Ils sont une petite équipe là, avec des développeurs présentement, mais je déduis que leur objectif, c'est de faire des sous puis de payer ce beau monde-là. Mais il y a la version gratuite vous permet, comme enseignant, de connecter 10 classes de Google Classroom. Pour les enseignants qui ont plus que 10 classes, bien, il y a la possibilité de dire, j'en connecte 10, je regarde mes données et je vais changer dans mon compte les classes, mes 10 autres classes, par exemple. Donc, si j'avais, par exemple, si je suis un prof d'art au secondaire qui a beaucoup de groupes ou un prof de CR au secondaire qui a beaucoup de groupes, ce que je suggérerais, c'est connecter, par exemple, votre secondaire 1, aller voir vos données, aller reconnecter après vos secondaires 2, aller voir vos données. Vous allez avoir une petite manipulation de plus à faire, mais bon, c'est quand même pas mal 10 classrooms. Au primaire, on s'entend que 10, c'est trop. Au secondaire, dans certaines matières, 10, ça va être bien suffisant. Il y a une version payante, bien sûr, mais la version payante, elle est pour les directions d'école et pour les centres de services qui voudraient, par exemple, utiliser Schoolytics pour voir l'ensemble de ce qui se passe. Une direction pourrait, par exemple, décider de payer puis suivre justement les mots-clics. Il faudrait demander aux enseignants, bien là, ce qu'on veut essayer de voir, c'est on a-tu suffisamment de travaux de tel, par exemple, d'une une compétence en particulier, mais là, il faudrait que chaque personne mette le mot-clic et là, la direction pourrait faire un suivi de tout ça, pourrait faire un suivi des élèves et avoir accès à différentes classes, mais cette fonction-là, bien sûr, elle est payante. Ils travaillent aussi sur une version pro pour les enseignants avec certaines fonctions qui vont être payantes, mais on me dit que la version gratuite là, à 10 Google Classroom est là pour rester. Donc, pour débuter l'exploration, je crois que c'est bien suffisant. Il semble aussi qu'il y a une version élève, j'ai lu ça cette semaine, qui soit gratuite pour l'élève quand l'enseignant utilise et a synchronisé le tout. Je vais vous tester ça et je vous reviens. On s'entend qu'il faut que je teste comme si j'étais une élève, donc je vais le tester avec des comptes fictifs pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais si vous utilisez Classroom depuis un certain temps, là, que vous donnez vraiment, vos travaux sont là-dessus, que vous avez passé la barre de j'utilise Classroom pour déposer des documents, puis vous êtes vraiment bien, j'ai assigné des questions de discussion, j'ai des billets de sortie à chaque fin de mes classes, par exemple, ou à chaque semaine, les élèves ont un journal de bord à faire dans Google Classroom. Vous donnez des travaux, vous mettez des dates limites aussi, parce que ça, c'est une des choses, c'est moins intéressant si on n'a pas de date limite, parce que là, on n'a pas de données sur nos élèves qui remettent à temps leurs travaux. Mais si vous êtes rendu là avec votre utilisation, ça va vraiment pousser votre utilisation de Google Classroom. Ça va vous permettre de prendre action, de vraiment faire des choix pédagogiques en vous basant sur les données de vos propres classes, de vraiment voir qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans le dernier mois, qui dans mes élèves est désengagé, remet le moins de travaux, je vais les rencontrer, je vais voir si c'est un problème technique, si c'est un problème d'accès à la technologie, est-ce que c'est un problème de motivation. Donc, vous allez pouvoir avoir un meilleur suivi de voir ce qui se passe. On peut même voir les dates où on remet le plus souvent des devoirs. Ça peut être intéressant aussi de voir, bien, tous mes groupes, j'assigne ça, par exemple, tous les vendredis. Je me retrouve que la remise est le vendredi. Je me retrouve à corriger toutes mes fins de semaine. Peut-être que je peux étaler ça un peu mieux, donc de gagner en efficacité en observant le tout. Récemment, j'ai rejoint le groupe des entraîneurs Schoolytics, là, les trainers de Schoolytics, ce qui fait qu'on reçoit les informations d'avance sur quoi ils travaillent. On a des rencontres pour nous expliquer certaines fonctionnalités. Le tout, bien sûr, chapeauté par la super Alice Keeler qui nous donne des petites mini-rencontres d'informations puis nous met à jour. Donc, je vais me tenir à jour pour vous tenir à jour de cette plateforme-là. À noter que la plateforme est en cours de traduction. Je leur ai envoyé un paquet de suggestions là,
d'amélioration. Ils sont très, très ouverts à traduire le tout en français. C'est encore inégal. Vous allez arriver sur la plateforme, il y a des mots en français, il y a d'autres petites sections qui n'ont pas été traduites. Gênez-vous pas pour m'écrire, m'envoyer une petite capture d'écran de ce que vous avez vu. Si ça vous tente de m'offrir vos suggestions de moi, ce terme-là, on l'aime pas, on aimerait qu'il soit traduit pour autre chose. Ça va me faire plaisir de relayer l'information. J'essaie de le faire, mais on s'entend que je ne vois pas tout passer à tous les jours. Mais ils sont en train de la traduire pour qu'elle soit disponible en français, en anglais et en espagnol. Mais c'est une toute petite équipe qui gère le tout. Donc, on va les aider en leur suggérant des choses. Je peux tout colliger ça dans un document, leur envoyer. Puis jusqu'à présent, mes suggestions ont été apportées sur la plateforme. D'autres sont en cours. Là, on me dit que ça s'en vient quand le développeur aura le temps d'aller transformer ça dans la plateforme. Donc, Schooletics, on peut rejoindre Schooletics sur schooletics.com, mais je vous mets tout ça dans la description de l'épisode. Et je vous vois lors du prochain. Mais je ne vous vois pas, enfin, parce que je parle tout seul devant mon micro. On s'entend alors à la prochaine épisode.